Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le microbiote intestinal et la transplantation de microbiote fécal. Je suis le professeur Harry Sokol, je suis gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et je coordonne le centre de transplantation fécale de la PHP. Pour un adulte de 70 kg environ, il y a à peu près 2 kg de contenu intestinal. Alors bien sûr, ces 2 kilos ne sont pas uniquement des micro-organismes, il y a beaucoup d'autres choses dans la lumière intestinale et notamment de l'eau. On estime aujourd'hui qu'il y a autant de micro-organismes dans notre intestin que de cellules dans notre corps, c'est-à-dire de l'ordre de 10 puissance 13. Et pour vous donner un exemple, dans 1 gramme de matière fécale, il y a plus de 100 milliards de micro-organismes. Dans nos cellules humaines, nous avons, comme vous le savez, le génome humain, qui est le même dans chacune de nos cellules normalement. Si l'on met bout à bout les gènes du microbiote intestinal d'un être humain, cela représente de l'ordre de 25 fois le génome humain, ce qui suggère donc des capacités fonctionnelles très importantes. Notre microbiote est constitué de bactéries, en tout cas c'est la partie que l'on connaît la mieux, et ces bactéries, notamment au niveau colique, sont anaérobies strictes, c'est-à-dire qu'elles sont très difficiles à faire pousser car elles sont sensibles à l'oxygène. Les groupes principaux de ces bactéries sont les Bacteroidetes et les Firmicutes, représentés ici en rouge et en jaune. On sait aujourd'hui qu'il y a d'autres types de micro-organismes, des champignons, des levures, mais aussi des virus, notamment ce que l'on appelle les phages, qui sont des virus qui ciblent les bactéries et qui modulent très probablement les populations bactériennes dans l'intestin. Il y a encore d'autres types de micro-organismes, comme les archées et les protistes, donc comme vous le voyez, une très grande variété, une très grande complexité de membres dans ce microbiote intestinal. Le microbiote intestinal a de très nombreuses fonctions pour l'hôte, c'est-à-dire pour nous-mêmes. Sans entrer dans les détails, on peut dire que le microbiote a des effets sur notre métabolisme énergétique, mais aussi la production d'un certain nombre de vitamines, la digestion des fibres végétales et encore bien d'autres fonctions métaboliques. Le microbiote joue un rôle de renforcement de la barrière intestinale. L'intestin sert bien sûr à absorber les calories, mais c'est aussi une surface d'échange et potentiellement d'agression vis-à-vis du monde extérieur. Et donc cet intestin doit rester imperméable aux agressions. Et le microbiote y contribue, notamment en renforçant les jonctions serrées entre les cellules épithéliales de l'intestin, en induisant la sécrétion des immunoglobulines A dans la lumière de l'intestin, et enfin en induisant la production de peptides antimicrobiens, c'est-à-dire une sorte d'antibiotique naturel, par nos cellules épithéliales de l'intestin. Le microbiote joue un rôle très important pour la stimulation et la maturation de notre immunité, dans l'intestin bien sûr, mais plus globalement dans l'ensemble de notre organisme. Un rôle dans la protection contre les pathogènes, notamment au niveau intestinal, en entrant en compétition avec des pathogènes de rencontre pour des nutriments ou des récepteurs, par exemple. Enfin, le microbiote peut agir à distance, et notamment jusqu'au cerveau, par des mécanismes multiples, notamment via la production de petites molécules, des métabolites, qui vont circuler dans l'ensemble du corps. Bien sûr, si le microbiote est impliqué dans tant de phénomènes physiologiques, dans le fonctionnement normal de notre organisme, eh bien, il est tout à fait logique de penser que s'il est altéré, s'il fonctionne mal, il puisse jouer un rôle dans l'émergence ou la gravité d'un grand nombre de pathologies. Et aujourd'hui, c'est globalement admis que le microbiote est un acteur de nombreuses pathologies, bien que on ne sache pas encore précisément quel est le poids du microbiote, quelle est l'importance du microbiote dans toutes les pathologies. Ainsi, on peut tout à fait imaginer que dans une pathologie, le microbiote soit un acteur important et potentiellement un levier thérapeutique à l'avenir. Et dans d'autres pathologies, le microbiote pourrait être un acteur mineur et donc beaucoup moins intéressant à cibler d'un point de vue thérapeutique. En termes de cible thérapeutique, justement, on peut imaginer différentes stratégies. Les probiotiques, qu'ils soient classiques ou de nouvelle génération, les prébiotiques et la transplantation de microbiote fécal qui est le sujet aujourd'hui, bien sûr.
La transplantation de microbiote fécal, son principe est très simple. Euh, il consiste à remplacer un microbiote qui est altéré, dont on pense qu'il va jouer un rôle dans une maladie chez un patient, par un microbiote sain, en espérant avoir des effets bénéfiques sur la santé du receveur. La transplantation fécale n'est pas une nouvelle technique. On retrouve l'utilisation de ce type d'approche dans la littérature médicale chinoise du IVe siècle, notamment pour traiter les intoxications alimentaires et les épisodes de diarrhée sévère. Plus proche de nous, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, en Afrique du Nord, les soldats allemands de l'Afrika Korps souffraient particulièrement de dysenterie. Et les scientifiques allemands qui étaient également présents remarquaient que les nomades, les locaux finalement, étaient relativement protégés de ces épisodes de dysenterie. Et en observant ces nomades, les Allemands remarquaient qu'en cas de diarrhée, les nomades mangeaient des crottes de chameau fraîchement émises. Ce qui peut paraître effectivement assez étrange. Néanmoins, étant donné la gravité de la situation, les soldats allemands se sont mis à faire la même chose et eux aussi ont été protégés de ces épisodes infectieux intestinaux et l'effet bénéfique a été attribué à une bactérie qui s'appelle Bacillus subtilis qui a été cultivée et donnée plus largement aux troupes pour stopper les épisodes épidémiques de dysenterie. Et bien heureusement pour nous, cela n'a pas suffi à ce que les Allemands gagnent la guerre. Plus proche de nous, en 1958, 4 cas de colite pseudomembraneuse traités par transplantation de microbiote fécal ont été rapportés, alors même que la bactérie responsable de cette colite pseudomembraneuse, Clostridioides difficile, n'était pas encore connue à cette époque. En 1983, le premier cas de TMF pour infection récurrente assez difficile a été décrit. Et ensuite, dans les 30 ans qui ont suivi, plusieurs centaines de cas ont été décrits de TMF pour infection récidivante assez difficile, avec des taux de succès supérieurs à 90%. Enfin, en 2013, le premier essai randomisé contrôlé a été publié et a démontré l'efficacité de la TMF dans cette indication. En pratique, comment est-ce que les choses se passent? Les donneurs sont aujourd'hui recrutés à l'hôpital Saint-Antoine. Les donneurs vont avoir un bilan large pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé et que leur sel ne va pas provoquer de pathologie chez le receveur. Les selles sont préparées dans l'unité de préparation qui est située dans la pharmacie de l'hôpital Saint-Antoine. Les préparations sont ensuite stockées dans une banque et elles vont être utilisées chez des patients, chez des receveurs en cas de besoin. Et je vous engage à voir les vidéos spécifiques concernant les différentes étapes de ce process. Je vous remercie pour votre attention.